et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un point lecture qui concerne mes lectures de mi-avril, voilà, jusqu'à fin avril. Je commence tout de suite avec des bandes dessinées. Alors je sais que je ne vous en présente pas souvent sur cette chaîne parce que j'en lis très peu. Et là j'ai eu l'occasion d'en lire deux et de très bonnes bandes dessinées. Il y aura au menu du fantastique et du thriller. C'est parti, bande dessinée d'abord. Je vous présente le tome 1 de Sherlock Holmes et les mystères de Londres. Ce premier tome qui s'intitule La noyée de la Tamise, c'est aux éditions Soleil. Et c'est illustré par Jean-Pierre Pecot. Alors non, le scénario est de Jean-Pierre Pecot. Michel Sureau c'est pour les dessins et Scarlett c'est pour la colorisation. Alors c'est un premier tome dans lequel on va bien sûr suivre Sherlock Holmes, une jeune fille, on est à Londres, on est en 1894, ouais c'est ça, tout à fait, 1894. Dans la Tamise, on retrouve le corps d'une toute jeune fille affublée d'un masque. Et donc la police piétine et l'inspecteur Lestrade va demander l'aide de Sherlock Holmes et du docteur Watson. Bien sûr Sherlock Holmes, grâce à son esprit de déduction et à son intelligence supérieure, va tout de suite comprendre que ceux qu'on accuse au départ ne sont pas ceux-là qui ont tué cette petite fille. Alors, c'est un premier tome qui va nous emmener à Londres, qui va nous emmener à Paris, dans les milieux politiques anarchistes. J'ai beaucoup aimé le trait d'abord. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais essayer de vous... Alors moi, ça me plaît beaucoup. Je sais pas si vous verrez bien sur la caméra, ça me plaît beaucoup la manière dont c'est dessiné, j'aime beaucoup les couleurs. On croise Oscar Wilde dans ce roman, on croise Toulouse-Lautrec, on croise des peintres, on croise des écrivains. J'ai bien aimé, le seul truc c'est que c'est un premier tome, donc c'est hyper introductif, et quand vous arrivez au bout des je sais pas, il fait quoi, 50 pages ? Oui, il fait 56 pages, c'est vrai que vous restez sur votre faim parce qu'on nous présente, on voit des victimes, le même modus operandi, on voit forcément Sherlock Holmes qui commence à se mettre à l'œuvre et qui commence à enquêter à droite à gauche. La manière dont il s'y prend, ça c'est toujours très intéressant, mais encore une fois, voilà, c'est un premier tome, donc on reste un peu sur la fin, mais je pense que c'est une série qui est prometteuse. Je ne sais pas combien il y aura de tomes, et je ne sais pas quand sera le prochain, quand est-ce qu'il sera prévu. En tout cas, si vous aimez Sherlock Holmes, ça respecte tout à fait bien l'esprit des romans, et allez-y, foncez, allez feuilleter en librairie, c'était vraiment une très très bonne lecture. La deuxième bande dessinée que je vous montre, alors là c'est un coup de cœur absolu, c'est Cléos, c'est de Isersal, Latapi et Kos, et c'est aux éditions Grand Angle. C'est une intégrale. Alors au départ, les auteurs voulaient vous pouvez trouver le premier tome. Ils voulaient le faire en un diptyque en fait, donc 2 BD, et ils se sont rendus compte que les lecteurs étaient tellement restés sur leur faim à la fin du premier tome qu'ils ont réédité le tout dans cette magnifique intégrale. Alors je n'ai pas le prix, je ne sais pas combien est-ce qu'elle coûte, est-ce que c'est... non, c'est pas marqué nulle part. C'est quand même une intégrale qui fait 136 pages avec de magnifiques illustrations. Je vous montre un peu que ça peut donner. J'ai adoré cette bande dessinée que je vais conserver précieusement dans ma bibliothèque. Nous sommes en 499 avant Jésus-Christ en Grèce et on va suivre Philoclès qui vit sur une petite île et il en a marre parce que les pirates débarquent sur son île et en fait les hommes qui sont censés protéger leur île à chaque fois ne font rien, sont inactifs. Ils se contentent d'aller enfermer les femmes, les enfants dans l'acropole et d'attendre que les pirates pillent leurs victuailles, etc., repartent et il ne se passe rien. Et Philoclès, lui, il est nourri par les chants d'Homère, par l'Iliade, d'Odyssée, dont il connaît des vers entiers. Et il décide, lui, d'aller se venger des pirates. Il est idéaliste, il est naïf, il va prendre sa chaloupe, il va prendre une petite épée, et puis vogue la galère, il se dit je vais trouver les pirates, et puis je vais faire comme Ulysse, je vais faire mon Odyssée, et je vais aller les défaire, je vais aller me confronter à eux. Sauf que ça se passe pas comme prévu, même pas du tout comme prévu. C'est trop bien, parce que si vous connaissez le mythe de l'Odyssée, si vous connaissez un peu l'Iliade, vous avez le personnage de Philoclès qui va croire à un moment donné être confronté. En fait, il va être confronté à sa propre Circé, à ses sirènes, à son cyclope. Il revit son Odyssée. C'est assez cru,
assez violent. Je trouve que les auteurs ont fait vraiment une très bonne recherche historique parce que pour connaître un petit peu comme le monde antique, c'est exactement ça. On parle d'Homère, on parle d'Odyssée, on parle du fait de transmettre parce que à l'époque, forcément ça se transmet par voie orale, c'est l'oralité qui compte beaucoup. C'était vraiment très chouette de suivre Philoclès et alors cette fin, je trouve qu'ils n'auraient pas pu trouver une autre fin quoi. C'était une fin tragique, à la fois belle et tragique. Allez-y, foncez, feuilletez en librairie cette bande dessinée qui sort là. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'on nous dit, quand est-ce que ça sort. Je crois que ça sort vraiment tout début mai. Hein. Alors elle coûte, j'ai trouvé le prix, elle coûte 24,90 €. Mais on ne nous dit pas quand est-ce qu'elle sort. Je crois qu'elle sort le 12 mai ou quelque chose comme ça. Allez-y, c'était merveilleux. Si vous avez aimé l'Odyssée, si vous aimez l'Iliade, si vous aimez Homère, la Grèce antique, foncez, c'était trop bien. Je passe cette fois-ci au roman, avec un seul roman fantastique. J'avais organisé une grosse lecture commune sur Instagram autour de ce livre. Je suis très contente parce qu'on a été quand même pas mal à le lire. Alors certains ont abandonné en cours de route, ce que je peux comprendre parce que ça ne leur plaisait pas, il n'y a aucun souci avec ça. Mais on a été quand même plusieurs à aller au bout et on a toutes eu le même sentiment. Je ne vous fais pas plus languir, il s'agit de ma grosse brique American Elsewhere de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel Imaginaire. Il est depuis sorti, je dirais qu'il est sorti au livre de poche. Je suis contente parce que c'est un livre qui fait partie des reliques de ma palle 2023. Donc j'ai fait coup double avec cette lecture commune. Grosse brique de 780 pages. Nous sommes dans du fantastique, on flirte limite avec de la science-fiction. On suit Mona qui est flic, alors qui erre, elle a beaucoup de problèmes dans sa vie Mona. Elle est flic de formation, de profession, mais elle est plus vraiment flic. Elle a perdu sa mère s'est suicidée lorsqu'elle était gamine, et elle vient de perdre son père. Et en fait, elle s'aperçoit qu'elle a reçu en héritage une maison de la part de sa mère au Nouveau-Mexique dans une petite ville qui s'appelle Wink. Alors d'abord pour localiser la ville, elle a beaucoup de mal parce que cette ville n'existe sur aucune carte routière. Elle y arrive quand même et en fait elle s'aperçoit lorsqu'elle arrive à Wink que cette ville est figée, j'ai envie de dire dans les années 60 et que les personnes qui habitent dans cette ville sont très étranges. Et comme c'est une flic, elle veut en savoir plus parce que sa mère a priori a vécu ici. Elle a même travaillé dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Coburn, dans lequel on faisait des expériences sur la physique, notamment sur la physique quantique. Et c'est bizarre parce que personne ne se souvient de sa mère. Et en enquêtant sur le passé de sa mère, elle va se rendre compte que dans ce laboratoire, on fait des choses assez étranges. Alors, ça parle de monde parallèle, ça parle d'espace-temps, ça parle de... Ouais, voilà, ça va dans cette direction. Je veux pas trop non plus vous en révéler parce que sinon ce serait vous spoiler le roman. Il a une patte quand même un peu Stephen King dans le sens où ça prend son temps. C'est ce qu'a désarçonné beaucoup de mes camarades qui l'ont lu en même temps que moi. C'est-à-dire que les 200 premières pages, le Robert Jackson Bennett, il met son contexte quoi. Qui sont les personnages, qui est Mona. L'intrigue n'arrive pas tout de suite. Si vous avez envie d'un roman qui pulse, où les choses arrivent très vite, passez votre chemin, c'est pas fait pour ça. Ça prend son temps, ça explique beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses mystérieuses. Alors tout est expliqué à la fin du livre, hein, on a toutes les explications. C'est foisonnant. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré le passage qui se déroule notamment quand Mona enquête sur le passé de sa mère, et notamment sur le laboratoire, j'ai trouvé que c'était génial, j'aurais vraiment d'ailleurs voulu en savoir plus, ça m'a manqué un peu. Alors c'est pas un coup de cœur parce que la fin est un peu... ça part un peu dans tous les sens à la fin. Voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais c'est un excellent livre fantastique. Je ne peux que vous le conseiller, moi je me suis régalée. Encore une fois, je vous préviens que l'auteur vraiment prend son temps de poser les choses. Si vous avez l'habitude de Stephen King, ça ne vous dérangera pas. Donc certains peuvent trouver certaines longueurs dans ce livre. Moi ça m'a pas gênée, j'étais vraiment bien et c'était très intéressant et ça reste quand même assez mystérieux finalement. Et il y a des théories physiques, scientifiques qui sont très intéressantes dans ce roman.
Donc ça c'était mon unique lecture SFFF. Je passe à du thriller maintenant. Et attention, je vais en décevoir plus d'un, plus d'une, parce que je vais vous parler d'un gros fail de lecture. Alors j'en suis la première déçue, parce que quand je vous l'ai montré régulièrement dans des pales, vous avez été beaucoup à me dire « Ah ouais, il est super, gros coup de cœur », mais alors moi, je n'ai rien aimé dans ce bouquin. C'est Les loups à leur porte de Jérémy Fell aux éditions Rivage Poche, qui faisait partie également de mes reliques de la palle 2023. Dire que je n'ai pas aimé ce roman, c'est un euphémisme. Je me suis forcée à aller au bout, parce que j'avais envie de voir ce que certains d'entre vous ont aimé dans ce livre, en me disant mais c'est pas possible, tu passes complètement à côté, mais j'ai rien aimé. Alors pour le pitch, on est avec une intrigue sans vraiment être une intrigue, puisqu'en fait on a à chaque chapitre, ça change de personnage, et on va explorer en gros la noirceur de l'âme et la violence de chaque personnage. Donc vous avez une douzaine de personnages, vous avez Loretta, Dwayne, Claire, Louise, Walter, etc. Et en fait à chaque fois on nous raconte leur vie. Donc en fait moi j'ai eu l'impression de lire à chaque fois une espèce de petite nouvelle sur la vie des personnages. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont vriller dans leur tête, ils vont devenir violents ou ils vont subir la violence. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont passer à l'acte par exemple. Alors on s'aperçoit en effet qu'il y a un fil rouge entre tous les personnages, qu'ils sont reliés plus ou moins les uns avec les autres, mais il n'y a pas d'intrigue en fait, c'est pas un roman avec une intrigue, c'est des bouts de vie de personnages. J'ai trouvé que les personnages étaient caricaturaux à l'extrême, on est dans la surenchère, je me suis attachée à aucun d'entre eux, ils sont archétypales, stéréotypés. Ce qui m'a gêné le plus, je crois, c'est le style de l'auteur. Alors je l'ai déjà lu, Jérémy Fell, j'ai lu Elena, que j'avais bien aimé, j'ai lu Nous sommes les chasseurs, que j'avais beaucoup aimé. Il faut savoir qu'ici c'est son premier roman, et alors ça se sent. Je vais pas vous dire que c'est mal écrit, mais presque. Les dialogues sont bidons, il y a des tournures de phrases qui sont hyper maladroites, des problèmes de syntaxe, des choses qui moi me sortent par les yeux. Je trouve qu'il y a certains passages qui sont très mal écrits, et ça me choque en fait quand je lis ça, en me disant que c'est édité par Rivage Poche. Voilà, ça me choque. Il y a des tournures de phrases, moi je sais pas, ça passe pas en fait. Voilà. J'ai trouvé que c'était incohérent parfois. Bref. Je vais arrêter le massacre. Je suis pas là pour démonter le livre. Je n'ai trouvé aucune qualité. Bref. Les autres romans de Jérémy Fell sont très bien. Je peux vous conseiller Nous sommes les chasseurs. Je peux vous conseiller Elena. Mais celui-ci, passez votre chemin. Moi, je n'ai pas aimé. Voilà, j'arrête le massacre ici. J'ai encore 2 lectures à vous présenter. Donc encore un polar. Les oubliés de Marali de Jane Harper, c'est aux éditions Calman Lévy Noir. Nous sommes dans un polar australien où on va suivre en fait une maman qui s'appelle Kim. On est lors d'un festival de la gastronomie et du vin dans une toute petite ville d'Australie. Et Kim va abandonner sa fille dans sa poussette et on ne la retrouve plus. Enfin, on ne retrouve plus Kim. L'enfant va très bien, mais on ne retrouve plus Kim. Et on retrouve seulement, quelques temps après, sa basket dans un lac. Il y a un lac qui borde. Et ce qui est étrange, c'est qu'il y en a eu des gens qui sont tombés dans le lac par accident, des gens qui se sont suicidés, mais à chaque fois, le corps, on a retrouvé le corps. Et là, on ne retrouve pas son corps. On est 1 an plus tard. Zara, la fille aînée qui a 17 ans, la fille aînée de Kim, elle est persuadée que sa mère ne s'est pas suicidée. C'est pas possible. Il lui est arrivé quelque chose et elle ne cesse de relancer, de faire des appels à témoins. Et lors à nouveau de cette fête de la gastronomie et du vin qui se tient chaque année, on va suivre l'inspecteur Aaron Falk qui vient voir des amis. Alors lui il vient pas du tout pour l'enquête, il vient voir des amis. Et bien malgré lui, il va reprendre l'enquête pour savoir 1 an après ce qui est arrivé à Kim. On est dans du polar australien. Alors déjà moi j'étais vraiment dépaysée parce que j'ai pas l'habitude de lire des romans qui se déroulent en Australie. Et je ne connaissais pas le style de Jane Harper, c'est hyper lent. Sachez-le, si vous cherchez une intrigue avec des courses-poursuites, un rythme haletant, passez votre chemin, ce sera pas du tout pour vous. Là, elle prend vraiment son temps de décortiquer chaque chose, les dialogues sont très réalistes. Aaron, qui est inspecteur de police, ne vient pas pour l'enquête au départ, donc forcément
Lui, il reprend l'enquête un peu comme ça, il reprend les interrogatoires, il va aller à droite, à gauche pour essayer de voir, localiser où est-ce que Kim aurait pu disparaître. On va revenir dans le passé de Kim, chose qui n'avait pas été faite lors de la première enquête par les flics du coin. On va découvrir certaines choses. C'est un roman qui repose beaucoup sur les non-dits. Vous avez beaucoup de phrases qui ne sont pas terminées, qui sont tronquées, des personnages qui se coupent la parole, des personnages qui d'un simple regard se comprennent. Donc on est un peu comme dans la vraie vie en fait. C'est limite très intellectuel, j'ai envie de dire, beaucoup de réflexion, beaucoup de douceur de la part de ce flic qui analyse beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Et une fin que j'ai beaucoup aimée parce que je m'y attendais pas. Je trouve que là, l'autrice, elle a bien réussi son coup. Voilà, donc si vous cherchez un roman très lent, intellectuel, avec beaucoup de réflexion, ce livre est fait pour vous. J'ai bien aimé, mais je vous avoue que j'étais comme désarçonnée. J'avais pas vraiment l'habitude de ça. C'est très intéressant et surtout la fin, j'ai trouvé très cohérente et finalement assez poignante. Voilà, donc c'est Les Oubliés de Marani. Et je termine avec un énorme coup de cœur que je ne peux que vous conseiller. J'avais lu l'an dernier, à peu près à la même époque, le premier tome. Alors attention, c'est un deuxième tome. C'est La Louve Noire de Juan Gomez Jurado aux éditions Fleuve Noir. J'avais lu Reine Rouge l'an dernier, à peu près à la même époque, qui avait déjà été un énorme coup de cœur. Là, je crois que c'est encore... il est meilleur que ce premier tome. C'est vraiment trop bien. Le premier tome est sorti en poche, hein, chez Pocket. On est avec Antonia Scott, qui fait partie... Alors, qui a une intelligence supérieure à la moyenne, et qui fait partie d'une brigade qui s'appelle Reine Rouge. En gros, quand les inspecteurs, quand la police piétine, on fait appel à Antonia, flanquée de John Gutiérrez, qui est flic, lui, et qui est chargé de la protéger et de l'aider. C'est un duo qui marche incroyablement bien, parce qu'on a Antonia qui a une forme d'autisme, qui a beaucoup de tocs, beaucoup de tics, qui n'est pas adapté à la vie. Et vous avez de l'autre côté John qui est un flic qui est gay, qui est hyper grand, hyper musclé, qui revendique son homosexualité, il n'y a pas de souci avec ça, et qui est là pour protéger Antonia. Et ça marche super bien. Il y a énormément d'humour dans ce livre et surtout je trouve que le binôme fonctionne à merveille et là l'auteur exploite le binôme de manière incroyable. On suit ici Antonia et John qui sont appelés parce qu'il y a eu un meurtre. Alors on va être avec la mafia russe pardon, sur la Costa del Sol. Et la femme de ce russe a disparu, Lola, et sa vie elle est en danger parce que forcément les Russes sont assez trousses. Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle vu? Excusez-moi, qui fait que la mafia russe veut se venger de cette Lola. L'intrigue elle est super bien parce qu'on est vraiment avec la mafia russe. Moi je savais pas du tout sur cette côte espagnole réputée touristique où en fait ils ont la main mise sur plein de choses, c'est incroyable. Sur la drogue, le trafic d'êtres humains, sur la location, les hôtels, c'est vraiment, vous apprenez plein de choses. Et surtout, vous êtes dans un rythme de dingue. Alors autant celui-ci, c'est très lent, autant celui-là, c'est l'exact inverse. Il se passe un truc à chaque chapitre. Les chapitres sont courts, ils possèdent un rythme, un sens du rythme, l'auteur qui est incroyable. En fait, une fois que vous avez ouvert ce bouquin, vous ne pouvez pas le lâcher. Voilà. Et encore une fois, le duo, lisez simplement pour le duo Antonia John, qui ici, je trouve son rythme de croisière. Dans le premier tome, ils font connaissance, donc forcément, c'est moins abouti. Ici, c'est vraiment exceptionnel. Et il y aura un troisième tome, puisqu'à la fin, il se passe des choses qui nous font, bien sûr, dire qu'il y aura un troisième tome. Voilà, c'est mon énorme coup de cœur de ce mois d'avril, que je ne peux que vous conseiller. Louve Noire, c'est chez Fleuve Noir. Voilà, ça en est tout pour ce point lecture. Je vais aller un peu vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie et j'ai trop peur d'être coupée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant s'il y a certains livres que vous avez lus, que vous avez aimé ou pas aimé comme moi. Je pense au Jérémy Fell, je sais que vous êtes nombreux à l'avoir aimé. Venez le défendre en commentaire, il n'y a pas de souci, on est là pour discuter. Si certains livres, je vous ai donné l'envie de les lire, n'hésitez pas aussi à me le dire. Il est temps que j'arrête, que j'aille boire un peu d'eau. N'hésitez pas à venir sur Instagram aussi, me suivre sur Insta, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour me suivre, éventuellement pour faire une petite lecture commune.
ce sera toujours avec plaisir. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous souhaite de faire de très belles lectures et de belles découvertes. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!